Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle du spleen de Baudelaire, de l'image sans image, d'aller plus loin et de ne pas trop prévoir, d'étendre sa zone de confort, de casser les règles, des mains, de sortir de l'image, de déséquilibre, d'exagérer, de totale improvisation, de ne pas laisser indifférent, de poulpe, d'inconfort. Mais surtout, on va parler d'être une star en toute simplicité. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Réa Chirudo. Et voilà, bonjour Réa. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un petit moment, je te l'ai dit, que je suis ton travail, mais j'ai plein de gens dont je suis le travail. Et puis vous montez, vous descendez dans la liste en fonction de l'actualité. Là, l'actualité, ça a été Amélie Marceau, qu'on va la remercier. Il m'a envoyé un petit mot en me disant j'aimerais bien entendre ce qu'elle a à dire. Et du coup, te voilà face à moi. Donc bienvenue Réa, merci d'avoir accepté l'invitation. On va commencer par l'elevator pitch. L'elevator pitch, c'est très simple, tu es dans un ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi, il te regarde droit dans les yeux, il te dit qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui dis? Je suis Réa Chirudo, je suis artiste, photographe, autoportraitiste, et je respire à la passion et je vis de passion. C'est assez vrai. Donc, tu fais des portraits, tu fais des autoportraits, tu fais beaucoup d'autoportraits, tu les mets beaucoup en avant. En tout cas, je ne sais pas quel est le ratio réel dans la réalisation et la publication. Je fais moins d'autoportraits que de portraits, évidemment, mais effectivement, j'appuie sur cette partie de mon travail. J'ai envie de dire que tu es une artiste totale. Tu as été auteure, tu as été chanteuse, tu as été modèle aussi, me semble, avant d'être photographe. Tu as un vrai look. Tu as les cheveux très très courts, parfois le crâne rasé. Je t'ai vu de loin au salon de la photo. De très très. Alors on ne s'est pas parlé au salon de la photo parce que je t'ai vu. Moi j'étais au rez-de-chaussée, tout à gauche de la salle, et toi tu étais à l'étage, tout à droite sur la mezzanine. Et je t'ai vu, je me suis dit, je vais forcément te recroiser et venir te dire bonjour. Et en fait, on ne s'est pas recroisés parce que voilà, c'est le salon de la photo, ça reste malgré tout grand, même s'il était un peu plus petit qu'avant. Mais tu as un vrai look et un vrai côté artiste, presque un côté rockstar quelque part. Il y a beaucoup de ça. Ça fait partie de l'entre guillemets personnage qui n'est pas qu'un personnage, mais voilà, ça fait partie de la personne. T'es également, on parlait des portraits, t'es également une photographe très entre guillemets normale avec KR Agency, puisque tu fais des boulots de photographes qui vont photographier des événements, qui vont photographier des portraits corporate. Exactement, j'ai une agence de photo avec mon mari, oui. Ouais. On photographie des gens humains vivants normaux et on est vivants normaux des choses beaucoup plus sages. Que ce qu'on voit, encore une fois, c'est vrai qu'on voit un côté, mais ça on va aborder ça un petit peu plus loin, on voit un côté extrêmement poussé de ta personnalité. Tu choisis un côté extrêmement loin de ta personnalité à mettre en avant, et puis derrière il y a tout le reste, mais j'imagine que tout est interconnecté quoi qu'il arrive, et ça on va y revenir un petit peu plus loin. Il n'y a pas de mensonge. Ouais. Dernière question de l'intro, il y a une manière d'écrire ton nom qui est Chirudo avec un U majuscule au milieu. Pourquoi ? C'est un accent, c'est une ponctuation, c'est un rythme en fait. Ça veut dire bouclier en japonais, enfin égide, et c'est rythmique. D'accord. J'ai fait beaucoup de musique et c'est très rythmique. D'accord, donc on retrouve encore ton côté artiste total jusque dans ce petit détail-là. On va passer à la partie interview proprement dite. Si tu avais un livre à offrir à un photographe, tu lui offrirais lequel et pourquoi ? Les fleurs du mal, Baudelaire. Ouais. C'est simplement parce que c'est une inspiration du collège qui date, et le spleen de Baudelaire m'est resté et ne m'a jamais quitté, et j'ai énormément créé au début avec ce poème en particulier, et je le trouve incroyablement inspirant dans les ombres, et j'aime beaucoup les ombres. C'est marrant parce que d'habitude on me donne des livres photos, et j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui sont conscients à quel point on peut faire naître des images avec autre chose que des images, justement. Mon Dieu, oui, mais tellement plus, parce que quand tu vois une image, tu commences déjà fermé. C'est comme quand tu vois un film avant de lire un livre. Moi, j'ai un écrivain comme ça qui est Haruki Murakami, que j'adore parce que justement, il fait naître des images dans ma tête.
C'est assez impressionnant. Et en musique, j'en ai un que j'ai redécouvert récemment, qui est Sinclair, qui est un peu la musique de toute ma jeunesse, Ah mon Dieu, oui. des années 90, qui est extrêmement imagé aussi. En fait, tu as t'as des choses t'as des images qui te viennent en tête quand tu entends ces chansons, de la même manière que tu as des images qui te viennent en tête quand tu lis du Murakami. Et j'en attendais pas moins de toi. Je me doutais que tu n'allais pas me sortir un livre photo particulièrement, mais voilà, tu vois, ça c'est une très très bonne réponse parce que justement, il n'y a pas Merci. que les images pour créer des images. Si je te demande qu'est-ce qui te fait déclencher? La passion, et il n'y a aucune réflexion. Donc, Ouais, je suis bien incapable de te dire, ça monte à un moment, c'est impératif, il faut le faire tout de suite. d'accord. Donc c'est le moment Donc, où tu décides. c'est viscéral. Si je te demande ce que c'est qu'être créatif, question neuve et très difficile. Être créatif, c'est vaste, mais c'est peut-être s'extraire de l'obligatoire pour faire ce qu'on aime et c'est aller plus loin. C'est toujours cette photo que tu veux faire à l'origine. Tu prévois, pour ceux qui prévoient une photo, ce qui m'arrive rarement. Et une fois que tu l'as, aller plus loin. Et là, tu commences à devenir créatif. Donc c'est aller au-delà de ta zone de confort quelque part. Alors, j'aime bien dire qu'on l'étend plutôt qu'on va au-delà, parce que je suis convaincue qu'il faut faire ce qu'on sait faire, mais en encore mieux. Ouais, Mais c'est effectivement pousser une fois que tu as atteint le but de base, aller chercher plus loin, te laisser aller et t'écouter énormément. d'accord. Donc Parce qu'en fait, on est tous créatifs, mais on s'enferme dans des règles qui servent en général à se restreindre et à rien d'autre. tu as dit un truc qui me surprend. Tu dis je prévois pas, alors que tes photos ont l'air d'être prévues quelque part. Enfin, t'as des Non, non. non, c'est la dernière qui est sortie la semaine dernière, donc avec cette magnifique feuille, donc le berceau vide. Elle est sortie en 3 minutes. J'ai senti, j'étais en train de faire de la post-prod, j'ai senti qu'il fallait faire un truc, je n'ai pas réfléchi un quart de seconde et elle est sortie en 3 minutes. D'accord, c'est celle la dernière qui est sur ton Instagram à l'heure actuelle. Donc si je suis en train de Oui, regarder, ouais, je vois laquelle. Je mettrai un lien vers cette photo avec ton accord pour que les gens voient de laquelle on parle, avec puisque ce sera au moment où ce sera diffusé, ce sera peut-être plus celle-là la dernière. Mais voilà, on la mettra un petit peu en avant. Mais c'est surprenant. On a l'impression que c'est très très préparé justement. Comme en plus, d'accord, pas ça du sort tout. comme ça. Oui. Alors la toute première question que je veux te poser, parce que c'est vraiment la première chose que j'ai vue dans ton travail, c'est les mains, l'utilisation des mains. Elles sont extrêmement présentes dans tes portraits. Elles passent beaucoup de choses parce que je pense que c'est quelque chose qui est peut-être sous-estimé par pas mal de photographes, pas forcément confirmé, mais enfin tu vois les gens qui débutent ou quoi, quand on dit faut pas couper les mains, faut pas couper les membres, on a tendance à mettre tout ça dans le même panier, et en fait des fois j'ai l'impression qu'on pense pas que si on n'inclut pas les mains dans une image, finalement, on peut perdre énormément de choses parce que les mains parlent, en fait. Oui. Alors, elle parle déjà, c'est quand même notre moyen de communication avec l'autre. Mm. Le toucher, c'est quand même ce qui nous approche de l'autre, sinon on Ouais. reste toujours distant. Je crois que j'ai une fascination pour les mains, véritablement. Ouais. Je pourrais de quelqu'un ne le rencontrer que par ses mains. Ouais. Et c'est là que je le toucherai, si je devais le toucher. Elles sortent du corps quand tu suis l'image, tu suis le regard, tu suis le bras, tu t'échappes par la main. Mm. Et je trouve que si j'ai pas cette sortie de corps, je reste à l'intérieur du sujet. Et c'est vrai qu'il y a un vrai travail sur les mains avec mes modèles et en autoportrait. Et je vais d'ailleurs très souvent les guider. Je ne les touche pas, je ne les modèle pas, mais je joue au miroir. Je vais faire et ils font. Et on a une vraie surprise dans la grâce de certaines personnes, y compris beaucoup d'hommes, la grâce qu'ils ont parfois à poser leurs mains. Et une main, c'est fascinant, ça travaille, ça bouge tout le temps, ça raconte ta vie, plus encore peut-être que tes yeux. Dans ce que tu dis, c'est une manière de faire tourner le regard aussi, alors. En fait, Ouais. t'as un seul sujet, mais quelque part, tu le découpes en plusieurs sujets. Oui, et puis je pense qu'on dirige le regard du public. C'est extrêmement important de savoir à quel moment, enfin, d'être capable de regarder ses propres photos en se disant le regard va aller là et il va partir par ici. D'accord. Même si après on le fait tout à fait inconsciemment. Et j'aime que le regard sorte par les mains. D'accord. Donc, en fait, oui, tu arrives à faire tourner. J'avais noté la question suivante, c'est qu'est-ce que ça apporte à un portrait? Mais du coup, c'est ça apporte un chemin visuel à Oui, suivre, et en même temps, ouais. ça te permet de tourner dans l'image. C'est vrai qu'une image où il y a un seul truc à regarder, on la passe très très vite finalement.
Oui, ça dépend. Quand l'émotion est très forte, ça fonctionne, mais il y a des regards extrêmement forts, il y a des dos extrêmement forts, mais je trouve malgré tout il faut une sortie. C'est Ouais. important, une sortie. Ça fait du bien aussi à la personne qui regarde. Il y a des photos qui sont pas simples à regarder Mm. en émotion, et je trouve que ces mains sont une très belle porte de sortie. D'accord. C'est comme quand tu lis un livre, en fait, de la droite, de la gauche vers la droite, et qu'en fait, tu as une fin de la page, et Oui, c'est le moment où on te dit, ben, faut tourner. c'est ça. C'est, Tout à fait. ça résume bien. On parle des mains, mais on pourrait parler de plein de choses aussi, parce que tu as quand même des gros plans, des photos où tu vas faire que des détails. J'ai vu un portrait Rédarisme 1, 2 et 3. Oui, Alors oui. je ne connais Ce sont pas des ce photos de projet. Dario. Voilà, j'osais pas le dire parce que je le connais pas bien et j'étais pas sûr que c'était lui, mais je pense que C'est c'est lui. ça. Où Oui, effectivement, t'as du détail. Alors il y en a plusieurs des photos. Là, j'ai pas celle à laquelle je pensais, mais il y en a une où il y a que ses yeux. Et le oui. haut de son visage, là celle qui est sur ton Instagram où il y a ses mains, encore une fois, qui sont dans des positions qui effectivement font tourner le regard. Mais assez régulièrement, tu vas aller sur du détail, tu vas aller sur un cadrage qui est pas toujours évident, et ça va exprimer plein de choses en fait. Alors, il y a deux choses. Il y a le déséquilibre qui me Ouais, fascine. Donc, c'est là que je cherche mes cadrages. J'ai très peur du déséquilibre. Ce qui me terrorise le plus, je crois, c'est complètement idiot, c'est la chute. mm, La chute me terrorise. L'idée de tomber. ouais, Pour moi, je tombe dans le vide. Ça me fait très peur. Donc, je vais aller chercher ce déséquilibre-là. Je sais que, par exemple, j'ai du mal à regarder les œuvres de Dali. mm, Tout ce qui est très long, ça me fait très peur. Et je vais chercher ça exprès dans mes cadrages parce que ça me fascine et que ça me fait peur. Et les cadrages très serrés en général sont vraiment le détail de quelque chose de plus général qui est en train de se passer, qu'on ne voit pas, ouais. mais qui provoque une émotion très forte chez le modèle, et je vais aller chercher. Donc je vais le mettre dans cette situation d'émotion extrêmement forte, d'une manière ou d'une autre, par des accessoires. Mais je vais pas faire cette photo, c'est pas cette photo qui m'intéresse. C'est la force du regard et la force de l'émotion à ce moment-là. Donc quelque part, tu laisses beaucoup d'imaginaire autour Et de ce après, que on tu peut cadres. raconter, voilà. D'accord. C'est intéressant ça. Tu parlais de déséquilibre. Alors justement, tu vois, c'est la question suivante, c'est que tu as des poses sur tes modèles qui sont même ou même sur toi, quand tu fais des autoportraits, qui sont pas toujours naturelles ou confortables pour la personne qui les prend. Oui, non. C'est pas des poses. Enfin, c'est pas quelqu'un qui se tient droit devant toi. C'est souvent assez courbé. C'est souvent. Enfin, c'est pas quelque chose que tu ferais spontanément. Donc, tu vas le chercher. Tu parlais de déséquilibre justement. Comment tu arrives à ça justement? Comment tu arrives à faire poser les gens comme ça et à les pousser dans ce sens-là? Parce que j'imagine que tu dis pas, voilà, tu te mets comme ça Non, et puis tiens la pause. Enfin, ne bouge moi pas. qui fais des portraits, je dis voilà, tu regardes à droite et puis voilà. Ouais. Tu peux pas faire ça et dire bah voilà, tu courbes ton dos comme ci, comme ça. Comment tu amènes les gens là-dedans? Alors, il y a ce gros avantage de l'autoportrait. Mm. Je ne dirai jamais assez à quel point c'est essentiel, parce que une fois que mon modèle est arrivé, qu'on a échangé, que je l'ai regardé se mouvoir juste en buvant un café, en allant aux toilettes, enfin voilà, Mm. vivre, j'ai un peu conscience de sa masse, Ouais. et je prends la pause. Je ne fais jamais poser sans prendre la pause avant, sans montrer, sans prévenir que je suis hyper laxe, donc que c'est pas forcément facile à reproduire. Et quand j'installe mon modèle, je le regarde faire, et en général, il y a toujours quelque chose d'un peu différent de ce que j'avais montré, et qui est une proposition, en fait, que je prends comme une proposition. Souvent, il me prend comme une incapacité en me disant c'était pas tout à fait ça, et il me propose quelque chose de différent, et je vais après aller lui faire exagérer cette pose. C'est-à-dire que très souvent, ce qu'on n'entend pas dans la photo, c'est le encore, plus fort, plus fort, plus fort. Et à un moment, je déclenche et on est dans l'excès total de pause. Et c'est pas confortable. C'est marrant parce que ça, en fait, ta pause, elle commence à la discussion, en fait, au bonjour. Ouais, oui, C'est oui, assez rigolo la manière dont tu viens de le dire, parce que ouais. vraiment, c'est ça. C'est ta pause prend forme au moment où tu rencontres la personne. Tout à fait. Et je n'ai jamais la moindre idée avant de ce que je vais faire. Et d'ailleurs, je crois que ça rassure les gens. Je le dis à tout le monde, y compris aux confrères que je photographie. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire, parce que je n'ai pas la moindre idée de ce que va me proposer leur corps, leur regard, leur émotion à ce moment-là. Et ça commence là. Et c'est fascinant parce que c'est toujours une découverte. Il Mm. faut juste être ouvert.
C'est rigolo parce que tu vois, je suis en train des fois, je fais des articles sur le blog et tout, et là, je suis en train d'en rédiger un. En fait, j'écoutais un podcast de Tim Ferriss. L'invité, c'était Liv Boeri, qui est une ancienne joueuse professionnelle de poker qui fait plein de choses, du YouTube et des choses comme ça. Et il parle du poker justement il y a 10-15 ans quand elle jouait encore professionnellement. Elle a complètement arrêté parce que, en fait, avant, en tout cas moi, à l'époque où moi j'y jouais un petit peu, c'était de l'instinct. T'avais des stats à connaître un petit peu, mais bon, c'était relativement limité. Et c'était beaucoup de pratique et pas mal d'instinct pour jouer, pour interpréter et tout. Et en fait, aujourd'hui, le poker, avec les supercalculateurs, avec les ordinateurs qui sont devenus de plus en plus puissants, on a à peu près toutes les séquences qui sont sorties, et grâce aux ordinateurs, on peut apprendre par cœur que dans telle situation, tu dois jouer de telle manière 70% du temps. Et en fait, il n'y a plus d'improvisation. Il n'y a plus d'instinct. Tu as telle main, tu joues comme ça 2 fois sur 3, et puis tu t'en sors parce que statistiquement, ça peut pas se passer autrement. Et donc, je mettais ça en parallèle avec quelque chose que moi j'ai découvert l'an dernier ou il y a 2 ans quand j'ai fait une formation qui s'appelait Too Man You, où il disait ne pars pas avec une idée très préconçue de ce que tu vas faire le jour d'un mariage, parce qu'en fait tu vas le découvrir et ça va aller, parce que c'est ça. Et en fait je faisais ce parallèle là en me disant que pendant longtemps j'essayais de cadrer les choses avant d'arriver, et que finalement je faisais un truc très très standard, et que le moment où j'ai accepté de lâcher prise et de me dire que je ne savais pas ce qui allait se passer, même si je le planifie quand même un minimum, mais que j'arrête de penser que je peux tout prévoir, finalement, c'est là que la magie, elle arrive, quoi. La magie et la créativité dont on parlait, en fait, c'est là. Et se cadrer avant, c'est quand tu es cadré dans quelque chose, tu vas regarder la scène se dérouler devant toi en cherchant l'image que tu as déjà conçue. Et tout le reste, tout ce qui se passe véritablement devant toi, tu ne le vois pas. Tu passes à côté. Ouais, parce que t'es dans ton image, t'es dans ta tête en fait, t'es coincé dans ta tête. C'est ça, t'es en train de tourner en rond à l'intérieur de toi au lieu de créer quelque chose avec la personne que t'as face à toi. Ah, ça c'est hyper intéressant. Ça c'est vraiment un beau Lego à prendre de ce que tu fais, parce que franchement, on a tous besoin de se rassurer. Et et puis on voit tous pas les 100 photos avant celle qui sort à la fin, la seule qui est publiée en fait. Bien sûr. Totalement. C'est assez fou. Alors la question suivante, on va rester un peu dans là-dedans. Je pense on va rebondir en tout cas dessus, parce que ça va revenir la manière de faire poser les gens. Mais j'ai l'impression que t'aimes bien aller dans les extrêmes. Je pense que c'est lié. Alors on va évidemment parler du portrait avec du poulpe. On va rester sur cette idée de poses qui sont pas forcément super naturelles au quotidien, mais qui au final fonctionnent très très bien. C'est une vraie recherche d'aller. Enfin, c'est lié au fait d'aller chercher d'étendre ta zone de confort, puisqu'on a dit qu'on la dépassait pas. Alors l'excès, c'est une nature. C'est véritablement. Il y a pas de recherche dans l'excès. Je pense qu'il y a des gens excessifs de naissance. Je suis excessive de naissance, donc je ne peux pas aller où que ce soit sans aller chercher au bord, à la limite, juste avant la chute. Donc tu peux pas faire du simple en fait, sobre entre guillemets, mais tu vas toujours aller au plus loin possible, quoi. Alors dans la sobriété, c'est quelque chose que je découvre plutôt récemment et que j'ai découvert grâce à mon mari d'ailleurs, qui a tendance à me renvoyer aux essentiels et qui fait ça très bien. Et dans la sobriété, je vais également aller dans un excès de sobriété. C'est-à-dire que je vais aller dans une forme de placidité. Ça arrive en photo, j'aime énormément ça. Il y a presque une gêne d'ailleurs en fait dans la photo que tu regardes, parce qu'il ne se passe strictement rien. Et ça, c'est fascinant. Tu vas toujours dans le trop en fait. Mais toujours trop, toujours. C'est épuisant. Il y avait une phrase, alors j'ai une référence de merde, je suis désolé, c'est une très mauvaise référence. C'est une référence d'Ado Boutonneux, c'était Tabata Cash qui disait « La meilleure ou la pire, je veux être la mieux ». Et cette phrase m'est restée, parce que en fait c'est vrai, l'essentiel, et ça se retrouve dans les réseaux sociaux, tu peux faire un truc extraordinaire ou tu peux faire la pire des daubes, et les deux vont fonctionner du moment qu'on parle de toi en fait. Oui, c'est très très vrai. Et tu peux aller dans tous les extrêmes. Et l'essentiel, c'est plus d'aller dans l'extrême en fait que de faire quelque chose de très standard, parce que c'est là qu'on te remarque.
Oui, alors il y a beaucoup de ça, effectivement. En fait, être aimé ou être haï, ça fonctionne. Ouais. Laisser indifférent, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Ça dit Mm. beaucoup de choses sur ma vie, hein. Je ne Ouais. dis pas qu'il faut pas s'interroger et aller voir un psy. Je dis pas que c'est bien, mais je ne peux pas imaginer de laisser indifférent. Mm. Mais aussi parce D'accord. que j'ai la chance d'avoir eu une vie très riche et avec des épreuves pas forcément drôles, mais qui me laissent des messages à transmettre. Et tu ne peux pas transmettre un message en chuchotant. D'accord. Donc tu cries ou tu fous un uppercut, on t'aime ou on t'aime pas, mais on s'en souvient. Mais au moins, ouais, ça marque Ouais, les gens. Alors, ouais. si on revient sur les pauses et le côté là, justement, c'est très rigolo parce qu'on parlait d'Amélie en introduction. Amélie a fait un portrait de toi que j'ai vu passer il y a pas longtemps. Je l'ai pas retrouvé au moment Sur son Insta, elle l'a de publié hier. préparer, mais je l'ai vu passer et c'est rigolo parce qu'en fait le portrait, Amélie, elle a un style extrêmement simple par rapport au tien. Elle va à l'essentiel. Elle est pas dans la technique, elle est vraiment dans aller chercher les émotions au fond des gens et elle a un setup qui est relativement simple. Ouais, Et en même hyper temps, percutant, j'aime beaucoup. ouais, mais c'est ça, en même temps, en fait, il en dit pas moins de toi Ouais. que les autres portraits. C'est un autre toi, c'est un toi différent. Et dans des oppositions de style assez fortes, finalement, on arrive à peu près au même résultat. C'est ça qui est marrant. Ouais, oui, mais parce qu'en plus on s'était beaucoup parlé avant. Ouais, Donc on avait échangé des choses très fortes pour enregistrer son podcast Miroir. Et en fait, on était toutes les deux dans un grand respect, je crois, du travail de l'autre, puisque nos travaux sont effectivement très différents. Et j'admire un travail très différent qui me semble pas ni plus simple ni plus complexe. Voilà, il existe et il n'y a pas de c'est comparaison possible c'est entre les un autre travaux de chacun. fonctionnement. Et mais c'était un moment assez fabuleux à vivre. Et elle est très sautillante, elle était très stressée, je l'étais également. Mais en réalité, rester à l'essentiel fait que la photo est forte. Mais Et, moi, je vois ce qui vous oppose et ce qui vous rapproche, en fait. Je vois tout à fait, je vous connais maintenant un peu toutes les ouais, deux, je vois votre travail. Je comprends, en fait, le rapport que vous pouvez avoir l'une à l'autre, justement, parce qu'elle, elle a cette fascination aussi pour des gens qui sont dans des univers assez différents. Elle a cette soif d'apprendre des autres, justement. Elle va aller chercher des gens, enfin, le podcast Miroir. On va en profiter ouais, pour vous envoyer écouter son podcast, puisque Amélie a un podcast qui s'appelle Miroir, qui est très, très bien et que je vous encourage à écouter, bah, peut-être en commençant par ton épisode. Je ne sais pas s'il est déjà sorti ou s'il il va n'est pas pas tarder encore à sorti, sortir. ça arrive tout bientôt. D'accord, donc à mon avis, il sortira à peu près en même temps que cet épisode-là. Donc voilà, si vous voulez pousser un petit peu plus loin et avoir peut-être un autre aspect, puisque le podcast d'Amélie, c'est le rapport. Alors j'allais dire que les femmes ont à leur image, mais j'ai l'impression qu'elle a un petit peu élargi. J'ai vu passer un homme il n'y a pas longtemps. Donc c'est le rapport que les gens ont à leur propre image. Et ça peut être un complément assez intéressant à cet épisode. Donc allez la voir et puis j'espère qu'elle va prendre beaucoup d'écoute d'un coup, qu'elle va faire en me disant je comprends pas ce qui se passe. C'est en général dès qu'il y a un truc qui sautille, elle me demande. Donc voilà, j'espère que j'aurai cet appel là très prochainement. Alors comme on était dans l'extrême, les pauses, les choses qui peuvent un petit peu marquer, est-ce que pour toi, il faut donc faire avoir une réaction forte au spectateur. Je prends l'exemple du poulpe. Moi, je Ouais. vois cette photo-là, je me dis, Burk, je pourrais jamais toucher un poulpe. Toi, tu l'as dans la bouche carrément. Même des poses. Alors, il y a une photo sur ta page d'accueil, c'est Milena Perdriel qui l'a fait. Mais ça pourrait tout à fait être un autoportrait de toi parce que c'est dans le même état d'esprit où tu as plein de mains sur ton visage. Par exemple, ça, c'est quelque chose de très improbable pour moi qui n'aime pas forcément le contact avec les gens, que je serais peut-être pas confort là-dedans. Est-ce que c'est une vraie recherche de réaction quasi viscérale? Parce que moi, le poulpe, il me dégoûte, le poulpe, en fait. Ouais. C'est quoi l'idée? Alors non, c'est pas une recherche, c'est pas dirigé vers le spectateur, c'est horriblement égoïste en Mm, réalité. C'est performatif. mm, C'est un moyen d'expression où parfois faut juste aller chercher un médium qui manque parce que une image va te figer quelque chose. Donc il faut que ça parle tout en étant figé. Donc ce poulpe, c'était
Bon, le poulpe est né d'une gravure à l'origine. L'idée du poulpe est née d'une gravure qui s'intitule Le rêve de la femme du pêcheur, qui est très très érotique. Ça a Ne mouliné. raconte pas trop ça parce que c'est une question que je poserai après, mais sur D'accord. l'image, parce que c'est l'image, mais on va y Ok. revenir au poulpe. C'est plus Mais sur le côté réaction ouais. du... Alors non, il y a pas véritablement de recherche de réaction. Là, pour le coup, c'est extrêmement personnel. La photo avec la photo de Milena avec toutes ses mains, on était en train de vivre un moment très fort avec les photographes. Et c'est vrai que moi, je suis dans cette espèce d'appropriation, de besoin presque de posséder les gens. C'est pas très bien, mais c'est comme ça. Et le fait d'avoir toutes ces mains sur moi, c'était extrêmement agréable. Ouais. Après, je sais qu'au moment de la publier, je ne la vis plus que pour moi, je la livre. Et donc cette photo de Milena également. Et je sais qu'il va y avoir des réactions, mais encore une fois, je sais que de toute façon, vu mon excès naturel, je vais avoir des très bonnes ou des très mauvaises, mais il n'y aura pas de bof. D'accord. Mais le Et bonheur est ça me égoïste convient. du coup. Ah oui, totalement. Totalement. Tu fais les choses pour toi et puis si les gens les aiment, tant mieux. Et s'ils les aiment pas, tant pis quoi. Total. Alors sur ces photos-là, oui. Sur les photos que je fais pour quelqu'un qui rentre en séance et qui me demande une photo pour lui, pas réellement. Quoique je crois quand même que toute photo est plus ou moins un autoportrait et que, en tout cas dans mon travail, c'est très centré. Voilà. Il y a un bout de toi dans chaque photo de toute façon. Toujours. Toujours, c'est ce qui donne du sens à l'image, pour moi. Quoi que je fasse en photo, j'explique à mes clients que c'est eux avec un bout de moi et que qu'ils le veuillent ou pas, en fait, ils auront un bout de moi dans leur. Tu vois, c'est un truc con, mais dans mes reportages maintenant, je me mets toujours. Je trouve toujours un reflet ou quelque chose où je vais me glisser, où on va voir ma tronche pour dire, il était là et j'ai fait partie du truc en fait. Et c'est ton témoignage. Ouais. Et c'est important. C'est une manière de dire, je ne m'effacerai pas en fait. Totalement, mais tu as entièrement raison. Ce que je faisais avant, c'est-à-dire j'essayais de m'effacer et d'être le plus technique et neutre possible. Et c'est quelque chose qui a changé justement il n'y a pas longtemps chez moi, c'est ça, c'est de refuser l'effacement. Et je pense que c'est ça qui me parle dans ton travail. Plus encore maintenant, parce que tu vois, encore une fois, ça fait un petit moment que je suis ce que tu fais. Et je me rends compte, quand je prépare ces interviews et quand je suis les gens sur des périodes un peu longues, qu'il y a une évolution de ma perception du travail. Il y a des gens dont le boulot ne me parle pas du tout pendant un temps. Et du jour au lendemain, ça pop et je comprends tout. Enfin, je comprends tout. En tout cas, je l'interprète différemment. Et ça vient. Enfin, c'est surtout les boulots très éloignés du mien, en fait. Mais voilà, enfin, c'est tout d'un coup, tu comprends quelque chose que tu n'avais pas compris et t'as trouvé la clé, en fait, vers ça. Oui. Et je pense qu'il y a une perception à avoir et il y a parfois un vocabulaire qu'on n'a pas, il y a un code, il y a quelque chose. Et quand on commence à saisir, d'un seul coup, on plonge et c'est merveilleux. C'est là que tu comprends qu'en fait, c'est une évolution permanente et que tu n'arrêtes jamais de changer, d'évoluer, de comprendre, de grandir. Et que ce que tu vomissais un jour, peut-être tu feras ça le lendemain. Totalement. Et c'est assez rigolo. On parlait de toi et de ta personne, de ton personnage. J'ai du mal à faire la distinction parce que je pense qu'en fait, le personnage qu'on voit et qu'on imagine être un personnage n'est pas forcément si différent de la personne réelle. Mais tu as une mise en avant de toi qui n'est pas si courante chez les photographes. Tu as plein d'autoportraits. Ça compose une partie importante de ton portfolio. Tu n'as pas eu ce biais de pas mal de photographes qui se sont servis même de sujets pour s'entraîner, qui ont arrêté complètement les autoportraits du jour au lendemain. Toi, tu continues ça et ça fait partie de toi. Et même, tu viens de le dire, même les portraits des autres, finalement, c'est un petit peu des portraits de toi. Dans un monde où plein de photographes en fait vont se cacher derrière l'objectif, toi tu te mets en avant. Est-ce que c'est le côté artiste qui exige en fait que tu te montres, que tu te mettes en scène, et dans quelle mesure ça contribue à ton image, à ta communication et justement au travail que tu vas rendre à tes clients, peut-être aux attentes qu'ils ont? Alors, il y a deux choses. Il y a un aspect effectivement commercial entre guillemets, mais qui n'est pas, qui n'explique pas. C'est-à-dire que je suis une femme de scène. Je suis désolée pour cette phrase étrange, mais je crois que je suis une star. Mais pour moi-même, il n'y a pas de problème. Mais je suis faite pour ça depuis toute petite. Je veux monter sur scène. J'ai toujours eu besoin de me centrer. Je suis faite comme ça. Donc effectivement, je vais me mettre en avant parce que j'aime ça. Pas parce que je me trouve ni plus belle ni plus intelligente qu'une autre, mais parce que j'ai ce côté femme de scène. Et je me suis aperçue, parce que
la vie a fait que j'ai fait ce travail presque de psycho sur moi-même par l'autoportrait que j'ai publié en parlant de ce que je traversais, je me suis aperçue que ça crée un contact. Alors ça m'a apporté énormément de soutien avec tous les gens qui me suivent depuis quelques années, et ça fait aujourd'hui que les gens qui viennent en studio pour rencontrer Chris et moi vont me dire en fait on vient te voir, on veut une photo de toi. On sait qu'on ne sait pas ce que ça va être, mais pose un peu ton histoire sur notre vie, parce qu'on te choisit, on choisit tes images, mais on te choisit toi. Et je trouve que là, on commence à toucher à ce pourquoi on a choisi de faire ce métier. C'est plus, je cherche un photographe, alors je vais comparer les prix. C'est plus, je cherche un photographe, donc je vais trouver le plus près sur Google. Ouais. C'est, je cherche un photographe, ou même pas d'ailleurs, je vois une photo, et pourquoi moi j'irai pas rencontrer cette personne? Je vais faire de la route, je vais venir te voir toi. Parce que ton histoire me touche, parce que tu m'as raconté un peu de choses sur toi. On va photographier des gens, on va les absorber un peu. C'est normal de leur donner aussi. Et qu'ils sachent à qui exactement ils ont affaire, parce que si tu leur donnes rien, ils peuvent pas te choisir. Mais c'est beau parce que tu es choisi avec un degré d'incertitude quand même. C'est ce qui est pas le cas de la plupart des photographes quand on est engagé pour un portrait. C'est bonjour, je veux un portrait corporate sérieux sur fond bleu. Ce qui doit t'arriver aussi, j'imagine. Hein, je te dis ça, c'est mon dernier job de portrait que j'ai fait. C'était ça, c'est bonjour, on est 7, on veut des portraits corporate sur fond bleu pour le site. Il y en a un qui doit regarder vers la droite, il y en a un qui doit regarder vers la gauche. Et tu vois, t'es dans une espèce de cahier des charges permanent et archi cadré. Ouais. Et t'as pas le droit d'en sortir. Et c'est du coup, ça fait de toi un technicien en fait. Toi, t'as pas cette limite-là, cette contrainte-là. Non, ça arrive très rarement, et les rares fois où ça arrive, on dit oui, et après on va plus loin. D'accord. Et c'est ça qui sort en général. Mais ça arrive quand même très peu souvent. En général, les gens viennent me voir et nous voir en disant j'ai des choses à dire, c'est dur, vous le faites, alors je vais vous raconter ma vie, faites quelque chose avec. On a ça de plus en plus, et ça c'est extraordinaire. Oui, puis même si on te demande un truc très cadré, en fait tu vas faire le truc très cadré par sécurité, puis tu vas aller pousser un peu les murs à côté, quoi. C'est ça c'est ça. Et alors c'est très drôle parce qu'il arrive maintenant de plus en plus souvent que je ne sais pas d'où ça sort d'ailleurs, mais que les gens spontanément nous disent bon d'accord, ok, bah maintenant qu'on a fait ça, on va peut-être voilà, on n'a même plus à le dire. C'est comme le nu en photo. On n'a pas, je ne demande presque plus jamais aux gens de se déshabiller. Ils le font d'eux-mêmes. Quand tu le dis clairement, je pense que tu perds quelque chose en fait. Oui, c'est ça dépend. Il y a des gens pour qui la nudité est quelque chose d'extrêmement complexe, donc il va falloir moi que je le verbalise pour que ils se sentent entre guillemets en droit de le faire. Mais il y a cette envie, et ça vient spontanément, et pourtant les gens ne viennent pas nécessairement pour ça. Mais c'est vrai que quasiment toutes nos séances, que ce soit en portrait ou en couple, se finissent par du nu. Ouais. Alors que c'est pas du tout là qu'on allait, y compris un book, ou voire même parfois un portrait corporate. T'as du portrait corporate qui a fini en nu ? Oui. Ah ouais ? Ouais. Ça, j'adorerais. Ça c'est génial. C'est merveilleux. Bonjour, je suis avocat. Je veux tout vous dire. Je vais être franc avec vous. Non, mais parce que justement, il y a un moment, le passage, c'est passionnant le corporate, parce que tu as effectivement un passage, pour le coup, du personnage représenté, donc qu'on vient pour capter, représenter, à la personne qui est là, qui est derrière, et qui existe plus souvent que le personnage. Et en fait, quand la personne se sent en droit de sortir de son personnage, ça commence à devenir super intéressant. Et ce qui est passionnant, c'est de réussir à faire le lien entre les deux, parce qu'en réalité, on n'est pas dissociés. On est juste plusieurs, mais on n'est pas dissociés. C'est un truc génial, parce que tu vois, pareil, il y a 2-3 ans, j'ai compris un truc. Des fois, tu vas dans un job et tu te dis, je vais me faire chier. En fait, si tu te dis, je vais me faire chier, tu vas te faire chier. En général, ouais. Tu peux aller dans des jobs qui, a priori, n'ont rien de fascinant, de passionnant, d'intéressant, où tu peux y aller en te disant, je vais me faire chier. Et si tu y vas avec un autre état d'esprit qui est, tiens, je vais aller chercher autre chose. Ouais. Je vais pas, pendant qu'il se passe rien, regarder mon téléphone si j'ai pas des messages ou si j'ai pas un truc sur Facebook. Je vais prendre mon appareil, je vais me mettre allongé par terre, et puis je vais regarder s'il se passe pas quelque chose par là. Ou je vais aller à l'étage sur la mezzanine, et je vais regarder s'il se passe pas. Et en fait, quand tu as cet état d'esprit-là, tu peux prendre le truc le plus emmerdant du monde et en faire quelque chose de génial. Mais oui.
Oui, mais totalement. En fait, c'est parce que tu restes ouvert. Ouais, bah, c'est ton état Et d'esprit. Tu pousses un petit peu le mur. On en revient toujours à ça, en fait. Tu pousses toujours un petit peu le mur de ton confort ouais. pour aller chercher autre chose. Et quand tu Et fais je crois ça, qu'il est c'est là là qu'il y le a la confort, magie. en fait. J'ai Ouais. pas de confort. J'aime pas le confort. Ça m'ennuie. J'ai peur de Ton, m'endormir. ton confort, c'est l'inconfort. Oui, C'est ça? c'est joli. Euh, Ça me plaît voilà. beaucoup. Je peux me le faire tatouer? Je te l'offre, c'est cadeau. Euh, alors, puisqu'on parle, on parle des règles et de pas se laisser contraindre, justement, j'ai bien aimé dans ta présentation un passage qui dit que tu es une artiste qui n'obéit à aucune règle. La première question qui ressort de ça, c'est comment est-ce qu'on échappe aux règles alors qu'on n'a parfois pas conscience qu'elles existent? Alors, je pense que pour échapper aux règles, il faut les connaître. Ouais. Vraiment. Parce que tu peux pas échapper à quelque chose dont t'as pas conscience. Mm. Sincèrement, je suis convaincue d'être une meilleure photographe depuis que j'ai appris les règles, que je Mm. les ai digérées. C'est très viscéral tout ça, hein. Et presque à un moment que je les ai vomies. Ouais. Et c'est un peu, tu sais, comme la conduite, t'arrêtes de réfléchir à l'endroit où tu mets tes pieds. Ouais. Bon, et ben, les règles deviennent intéressantes quand tu arrives à pas les contourner volontairement, mais à savoir qu'une règle des tiers est géniale et que sur cette photo-là, parce que le regard, tu veux qu'il fonctionne, tu veux qu'il soit fort, tu vas la foutre en plein milieu. Mais Ouais. c'est un choix que tu fais parce que c'est plus seulement instinctif. Tu vas encore plus loin que l'instinct. Tu vas contrecarrer et tu sais que ça va te déranger le regard. Et tu sais que ça va interpeller et que ça va du coup ajouter de la force. Et je trouve que les règles sont essentielles parce qu'elles sont extrêmement sécurisantes Ouais. et qu'avant de se mettre en insécurité, il faut être capable aussi de se rassurer un peu. Ouais. Moi, j'ai pas besoin de l'être et j'aime l'insécurité, mais j'ai conscience que beaucoup de photographes ont besoin de se rassurer. Et sans règles, tu lâches un animal dans la nature, tu lui mets pas des poteaux autour, il est perdu. Il Ouais. voit des poteaux, il sait que s'il sort, bon, bah, au pire, les poteaux sont pas loin, il peut y retourner. Elles D'accord. sont vraiment importantes pour pas perdre complètement pied, et puis parce que bah, c'est beaucoup plus drôle de contourner quelque chose que tu connais. Mm. Ouais, bah c'est une des bases du développement personnel de toute façon, ça, c'est de connaître les règles pour pouvoir les casser derrière. Ouais, ouais. C'est effectivement, on n'est pas toujours conscient, mais du coup, pour prendre conscience des règles, il faut peut-être aussi s'ouvrir au monde et accepter qu'il y a des choses différentes de toi. C'est une des conséquences de ce podcast pour moi, c'est ça, c'est d'avoir été chercher des gens qui n'ont rien à voir avec moi et d'avoir compris plein de choses sur des domaines que je regardais de loin en me disant, moi, je ferais jamais ça. Et en fait, au final, t'atterris dans des endroits où tu n'aurais pas imaginé atterrir, ne serait-ce que 2 ans avant, quoi. Et tu t'en nourris. Ouais, Tu t'en rends pas forcément compte sur le coup, mais c'est une prise de conscience qui vient à un moment où tu fais une photo, où d'un seul coup tu fais quelque chose qui est emprunté à l'archi, emprunté au corpo, mm, que t'aurais jamais fait avant. ouais, Et parfois, c'est juste en le voyant après en image, tu te dis, ben, en fait, c'est ça. J'ai été ouais, chercher quelque chose qui est une règle totalement extérieure au portrait, par exemple, et que ouais. j'ai appliqué à mon portrait, et là, ça devient super intéressant. Et après, encore une fois, tu l'appliques et tu en ressors, et quand tu commences à en ressortir, à la contourner, à la détourner, voire à aller contre volontairement, ça devient super intéressant. Bah, tu te l'as approprié totalement à ce C'est moment-là. ça. Sur le fait d'obéir à aucune règle, je pense que tu as quelque chose que j'ai vécu moi assez longtemps et que je commence un tout petit peu dont je commence un tout petit peu à sortir, c'est Instagram. Ton Instagram, il est assez personnel. Alors, c'est pas des photos faites à l'iPhone de famille, forcément, c'est quand même des choses assez travaillées, mais ça reste assez personnel. C'est toi, c'est tes enfants, c'est ta famille, c'est ta vie. T'as pas énormément de followers par rapport justement au fait que enfin, moi, dans mon esprit, tu devrais avoir plus de followers que ça sur Instagram. Peut-être que c'est pas ton moyen de communication préféré. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu également parce qu'on est à peu près au même niveau de followers sur Instagram tous les deux, qui est une espèce de petit rejet des réseaux de dire, bah, mon travail, il doit vivre par lui-même. S'il se développe, il se développe par lui-même. J'ai pas envie de m'investir là-dedans. J'avais pas forcément compris la manière dont ça marchait. On m'a expliqué 2-3 petites choses récemment sur comment développer son Instagram, et c'est effrayant en fait, comme des petits détails et des petites actions de 5 minutes par jour te font progresser très vite. Et ça recoupe un peu une discussion que les gens qui écoutent le podcast régulièrement reconnaîtront,
qui est sur les pigeons en fait dans les photos. Ça fait 2-3 épisodes qu'on a ça. Moi, j'étais une espèce de puriste des pigeons où je disais si j'en intègre un dans la photo, il faut que ce soit un truc absolument naturel. Il passe, il passe pas, il décolle pas. Voilà, c'est pas. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui jouent avec du pain, qui mettent des coups de pied dans le sol, je mets des méga guillemets, mais je dis triche. Mais en fait, il y a des règles à accepter pour avoir une bonne photo avec des oiseaux, par exemple. Et il y a des règles auxquelles il faut se plier pour faire fonctionner son Instagram. Et j'ai l'impression que toi, c'est un petit peu aussi ce côté-là, non, quelque part, où tu n'as pas envie de te soumettre à ces règles-là d'Instagram, par exemple, dans ta communication. Il y a quelque chose, c'est effectivement un média que j'utilise peu, parce je suis très instinctive et il me plaît pas. Il me plaît pas parce que justement, il y a ce côté, il y a ce côté où on peut pas en déroger. C'est idiot, mais ça me fait penser à la pâtisserie. J'adore cuisiner, je ne sais pas faire de pâtisserie parce que je ne sais pas suivre une recette, ça m'ennuie. Et c'est exactement la même chose. Instagram, et puis il y a une forme de consommable, je trouve, qui me dérange. Ça manque à mon goût de profondeur. J'utilise énormément Facebook, que j'utilise un peu comme un journal, en fait, je crois, où en plus le texte a de l'importance. Et j'avoue qu'Instagram, je n'arrive pas à m'y plier parce que c'est comme une forme d'obligation. Je sais pas faire et j'ai pas envie de savoir. En réalité. C'est une contrainte, tu es obligé d'y être parce que tu es photographe et que si tu es photographe et que tu n'es pas sur Instagram, bah, tu n'existes pas en fait. Mais oui, un peu. En même temps, et puis alors, c'est vrai que j'ai tendance à dire que sur le plan purement professionnel, notre clientèle n'est pas sur Instagram. Ça m'arrange et en fait, je crois que j'ai décidé ça d'un commun accord avec moi-même parce que j'ai pas envie d'y aller. Il faudrait que je le fasse, mais je suis intimement convaincue qu'en fait, il faut pas faire dans la vie les choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on a suffisamment d'emmerdements comme ça. Et donc non, en fait, je crois que j'ai plus ou moins lâché l'affaire. Je me prive sans doute de contacts extrêmement intéressants, mais non, puis il y a je trouve qu'Instagram est désolé, alors je mets encore des gros guillemets aussi, un mensonge. Que je ne vois pas sur Facebook, mais parce que j'ai peut-être été toujours très honnête et très franche sur Facebook. Il y a un mensonge dans l'Instagram, il y a une façon de romancer sa vie. Et puis, c'est pas un roman. Parfois, c'est très, très moche. Et c'est pas Instagrammable. Mais il va peut-être falloir qu'un jour, je fasse l'effort. Mais pas aujourd'hui. C'est ce qu'on disait à l'instant. Faut apprendre les bonnes règles, en fait. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un qui connaissait ces règles-là, qui m'en a expliqué les bases. Et c'est vrai qu'une fois que tu les connais, tu peux t'y plier un peu, et puis à un moment, tu vas les tordre. Et puis voilà. Je pense que on a bouclé la boucle. En parlant de tordre les règles, tu viens quand même de me motiver. Bah voilà. Si on peut tordre Instagram, je vais aller tordre Instagram. On va discuter hors antenne de ce qu'on m'a expliqué, et puis tu verras que c'est tout bête, mais ça peut fonctionner. Dernière question de ce point-là, du fait d'obéir à aucune règle. Comment est-ce que tu concilies justement l'artistique où tu n'as aucune règle avec le commercial où malgré tout tu en as, puisque tu fais tu fais plein de choses, c'est surtout du portrait, mais vous avez une partie reportage de mariage sur KR Agency, vous avez une partie reportage corporate, vous avez un peu tout, des familles, des choses comme ça. Ça tranche avec le reste. En tout cas, ce que vous mettez en avant, ça reste quand même un peu plus sage que tout le reste. Mais du coup, comment on concilie ça? Qu'est-ce que ton approche artistique amène dans cette partie de ton métier? Comment ça fonctionne ensemble, en fait, en parallèle? Je crois que il y a plus maintenant de frustration. Ça me semble extrêmement important, de pas être totalement, encore une fois, dissocié entre l'artiste et le travail de commande et le portraitiste. Il y a plus de frustration parce que l'artistique vient se mêler à peu près tout ce qu'on fait. On ne publie pas tout. On a quand même une grande partie d'impubliables. Pour nudité majoritairement, parce qu'on va aussi travailler sur des émotions très fortes avec des histoires personnelles que les gens ne souhaitent pas révéler, et ça s'entend. Je pense qu'il y a alors dans le portrait à proprement parler, il y a un vrai ressenti. Il y a une vraie capacité à encore une fois laisser arriver les gens et les laisser parler d'eux avant d'attaquer un quelconque travail de portrait, qui fait qu'on calcule, on mesure pas le temps. On est incapable de prendre 3, 4, 5 séances par jour parce que il est strictement impossible de dire qu'une séance va durer 1 heure.
pas si on veut aller où on va, pas si on veut aller chercher, extraire quelque chose de véritablement personnel, ce qui fait pas des confrères qui procèdent de la sorte des portraitistes moins bons, mais effectivement, nous, on se sent artiste et on va, quoi qu'il arrive, même si l'œuvre est plus sage, pour nous créer une œuvre artistique parce qu'elle sera basée sur eux. Seulement, voilà, elle leur appartiendra, elle sera à personne d'autre. Je pense que c'est vraiment la capacité d'écoute et de ressenti que ça change. Ça apporte quelque chose en plus. Et les gens, c'est ça. Alors ça, c'est assez merveilleux, c'est que les familles, par exemple, qui viennent en séance, typiquement, vont maintenant choisir ce grand tableau qui aurait été avant la photo qu'on n'aurait pas gardée pour leur présenter parce qu'on voit pas leur tête. Et qui aujourd'hui est notre coup de cœur et qu'on va leur présenter en disant ça c'est notre coup de cœur. On ne voit personne sur cette photo. On en a une comme ça où on ne voit que les dos, les visages et ils sont tellement regroupés qu'on sent un amour incroyable mais dans l'ombre complète au centre de l'image et ils en ont pris un tableau qui fait 1 mètre parce que c'est eux et c'est pas ça qu'ils venaient chercher. Mais c'est eux. Mais du coup, c'est le fait d'oser, en fait. Mais c'est oui. d'assumer ton choix à toi. C'est tout à fait ça. Combien on peut rejeter de photos pour préparer une projection en se disant bon ça ils prendront pas, ça non mais d'accord, mais nous on aime quoi? Toi ton coup de cœur c'est quoi? Garde-le, défends-le ce coup de cœur. Ils peuvent le mettre de côté. Les envies des autres, c'est ça. Mais oui, c'est quand ils sont venus te chercher pour toi, ils ont envie aussi de savoir quelle est ta photo à toi et ta vision de leur famille. Eux, leur famille, c'était une espèce de boule où on voyait rien. Ils étaient tous centrés sur un noyau d'amour commun et ils étaient tous autour, on les voyait pas. Et ben c'est leur famille et c'est comme ça qu'on l'a perçu, c'est comme ça qu'on l'a présenté et c'est comme ça qu'ils la voient tous les jours maintenant. D'accord, donc tu as assumé ton message totalement. Ah, totalement. Ça a fonctionné quoi. Et parfois c'est une photo de détail. Ça va être la main d'un papa sur le visage de sa fille. Et ben, ça va être cette photo. On va dire, mais il se passe un tel truc. Les gens n'imaginent pas un quart de seconde aller chez le photographe pour ressortir avec une photo d'un bras qui touche une joue, où on voit un seul œil. À plus forte raison boucher l'œil. Parce que, mon Dieu, quelle horreur, il n'y a pas la lumière dans l'œil. Et en fait, cette photo, elle dit tout. Et c'est ça qu'ils vont prendre, mais parce qu'on assume de leur présenter. Donc, c'est ton choix, c'est dans ton choix aussi que ça se joue. Oui, bah oui. Alors, la petite surprise de la préparation de l'épisode, et je préfère prévenir les gens qui écoutent, on va chialer parce qu'on a préparé un peu l'épisode avant et on avait tous les deux les larmes aux yeux parce que c'est quelque chose de personnel. C'est les photos de deuil périnatal. Toi, tu l'as vécu, moi, je l'ai vécu. Donc je le savais pas quand je t'ai invité. Ça y est, déjà je pleure. Je le savais pas quand je t'ai invité. Je suis tombé dessus par hasard sur ton site et du coup, je vais pas dire que c'est quelque chose que j'aime aborder parce que j'aime pas l'aborder. C'est peut-être le moment le plus triste de ma vie si je dois le ressortir. Je pense que c'est loin devant tout le reste. Mais quand ça m'est arrivé, j'ai réalisé une chose, c'est que ça arrivait à énormément de monde. Que donc il faut en parler, voilà. Il faut que les gens sachent aussi que ça arrive, que c'est pas rare, que dans l'entourage de tout le monde, il y a beaucoup de monde qui a vécu cette histoire-là, mais qu'on n'en parle pas parce que c'est douloureux et que on en parle en fait quand ça arrive à quelqu'un d'autre pour le réconforter, qu'il faut en être conscient. Toi, tu fais des photos de deuil périnatal. Je te laisserai raconter ce que tu as envie de raconter de ton histoire, mais elle est comme tous les parents qui ont vécu ça, elle est très douloureuse. Moi, quand ça m'est arrivé, il y a quelqu'un qui est venu, qui a fait une photo du bébé que je n'ai jamais vu, que j'ai pas pris dans mes bras, que j'ai pas pu regarder parce que je pouvais pas le regarder. Et je pourrais jamais regarder cette image, je pense. J'ai jamais pu la regarder. Je pense que j'y arriverai jamais. Mais je suis content qu'elle existe. Je pourrais pas les faire non plus, ces photos. Toi, tu les fais. Et je me demande en fait pourquoi tu vas les faire, qu'est-ce qui te motive, alors que le simple fait qu'on en parle, on pleure tous les deux, qu'est-ce qui te motive à faire ces photos-là? Ces enfants-là sont un secret. Ils sont même secrets, la preuve, ils sont même secrets pour leurs parents. Ouais. Et en fait, il n'y a pas plus grand secret, et il n'y a pas plus beau secret que de rencontrer un enfant que personne ne rencontrera. Ouais. Au-delà de l'importance de l'image, le deuil périnatal a cette particularité. Toi, tu dis qu'on n'en parle pas parce que c'est douloureux. Je pense qu'on n'en parle pas parce que c'est tabou, que enfant mort, c'est une phrase qu'on n'arrive pas à dire. Bébé mort, ouais. Alors là, voilà. Et qu'il y a quelque chose d'un peu rassurant pour les gens qui ne connaissent pas le deuil périnatal, qui est de se dire que cet enfant n'est pas vraiment existant. Parce qu'il n'est pas né en vie,
Donc, il n'existe pas véritablement, d'ailleurs légalement, c'est encore très discuté. Et en fait, tu traverses ça, t'as pas ce témoignage du fait que cet enfant existe, tu l'as en photo. T'es pas cinglé, tu pleures pas pour rien. Et ben, tu vas te retrouver tout seul face à des gens qui vont te dire que bah non, il n'existe pas. Que non, pour mon cas, je dis toujours que j'ai 5 enfants et combien de fois on me dit ah donc t'as 4 garçons. Non, j'ai 4 garçons et une fille et j'ai cette photo en témoignage. J'ai la photo que j'ai faite. Je trouve ça en plus éminemment important d'avoir des gens qui font des photos qui soient de bonne qualité parce que le personnel médical n'est pas qualifié pour faire des photos, c'est pas leur métier, ils ont pas le temps, et c'est des photos qui peuvent parfois, dans certaines situations, être difficiles à faire. Ouais. On est photographe, on sait que voilà, il y a des problèmes de colorimétrie, de choses qui sont difficiles à montrer, à regarder, et ils n'ont pas le temps, et ce n'est pas leur métier. Si un jour on regarde cette photo, je souhaite à tous les parents qu'elle ne rajoute pas une douleur. Oui, parce que quelqu'un qui ferait une photo au smartphone et qui la mettrait dans le dossier, le jour où elle sort, enfin voilà, c'est l'image que tu garderas, quoi. C'est ce qui m'est arrivé en fait avec Sacha. La photo a été prise très tard, très tard. Ouais. L'hôpital a pris une photo après l'autopsie. Donc voilà, oui. Ça m'a demandé un travail monumental sur moi-même j'ai photographié des choses, des matières naturelles qui s'abîment. Enfin bon, bref, je suis allée acheter des têtes d'animaux chez le boucher que j'ai photographiées en décomposition pour essayer de comprendre. Je le fais très court, ouais. Comme ça, on peut ne pas entendre, pour essayer de comprendre ce qui se passait. J'avais, moi, photographié Sacha, puisque c'est vrai que j'avais décidé de l'avoir, et je suis aujourd'hui très reconnaissante à moi-même de l'avoir fait. Je l'avais photographiée et j'ai préparé, quelques années plus tard, retoucher cette photo avec énormément de douceur, comme si je la caressais, pour qu'elle soit supportable aussi, pour un jour pouvoir, s'il me le demandait, la montrer à ses frères. Et en fait, quand je vais voir les parents à qui cela arrive, alors c'est généralement dans des toutes petites maternités. Donc c'est des parents qui, quand ça se passe dans une petite maternité, c'est qu'en général, ça arrive entre guillemets par surprise. Parce que c'est pas quelque chose de préparé où on va dans une maternité qui est adaptée à une éventuelle grande prématurité ou qui va suivre des grossesses très à risque. Donc c'est presque la surprise de mon bébé devait naître vivant et il n'est pas vivant. C'est bouleversant. Les parents très souvent ont cette réaction de pas vouloir. De pas vouloir voir, parce que voir c'est dur, parce qu'on envisage un enfant vivant et que on ne veut pas voir un corps. C'est pas un corps qu'on voulait voir, c'est tout l'avenir qu'il y a avec. Ouais. C'est ce vrai bébé et le fait de pouvoir moi le rencontrer et lui parler et passer du temps avec. En général, les parents ne restent pas, ils ne souhaitent pas. J'ai vraiment l'impression c'est très étrange, mais dans le secret des dieux. J'ai une richesse, je ressors de là, c'est horrible, mais non, avec un bonheur, une conscience de la chance que j'ai d'avoir rencontré cet enfant et une conscience aussi en voyant ces parents qui sont souvent dans une douleur immense, une conscience qu'un jour, peut-être dans très longtemps, ça va aller mieux. Et peut-être un jour ils regarderont cette photo, peut-être ils ne la regarderont pas, mais quelque part elle existe et on a tellement peu de choses de ces enfants qu'il faut tout garder. On en revient à la fonction de mémoire de la photo, mais c'est moi je suis content qu'elle existe. Je pense que je la regarderai jamais, mais bon, en tout cas c'est beau de faire ça. Et je te dis, moi encore une fois, je suis heureux qu'elle existe, mais je ne pourrai jamais la regarder, mais je suis reconnaissant que quelqu'un l'ait fait. Ouais, et c'est un trésor, mais c'est pas parce qu'on a un trésor qu'on est obligé de le regarder, et il faut pas s'imposer des choses plus douloureuses. C'est juste de savoir qu'il existe. Ouais. On va reprendre le cours normal, on va reprendre notre souffle. Je t'ai coupé tout à l'heure, t'as commencé à en parler, je t'ai coupé tout à l'heure, c'est l'image du poulpe. En général, on finit cette partie, on va avoir du mal à reprendre, hein, je pense. Une seconde. Vas-y. Le poulpe.
Je l'ai écrit cette question. Je pensais pas qu'elle elle nous je me suis, tu sais, j'ai fait mon macho idiot en me disant mais non, mais jamais je vais pleurer, je vais tenir, Euh, machin. Je pleure comme un bébé. Euh, voilà. Donc on finit toujours l'interview en parlant d'une image en particulier, c'est le poulpe. Le poulpe, je me demande comment une image pareille peut naître. Donc tu as commencé à nous l'expliquer tout à l'heure, elle n'est pas de rien, elle sort pas de nulle part, il y a une inspiration au départ, mais j'aimerais que tu nous expliques un petit peu l'histoire derrière cette photo. donc l'inspiration, mais c'est quelque chose de très long. C'est pas, et encore une fois, cette image, comme toutes les autres, n'a aucune réflexion. Elle est sortie à une vitesse assez hallucinante. Malgré tout, le poulpe, parce que c'est pas la première fois que je travaille avec cette chose-là, enfin c'est une professeure de dessin pour laquelle je posais comme modèle vivant, qui un jour m'a montré le rêve de la femme du pêcheur. Donc cette femme à l'anguille avec ce poulpe géant qui la pénètre un peu partout. Et en convaincue que ça allait me plaire, et évidemment ça m'a énormément plu. Ça a mouliné très longtemps. Est-ce que je fais quelque chose de similaire un jour? Peut-être pas, puis ça vient, ça repart. Et un jour, j'ai eu une réflexion sur la charge mentale, il y a quelques années, et je me suis dit, en fait, c'est ça. La charge mentale, il faut en parler, c'est horrible, mais comment le matérialiser? Et là, l'évidence du bah ouais, attends, ça se poulpe sur la tête, et les tentacules qui te prennent de partout, c'est ça la Ouais. charge mentale. Donc, je me voilà à la recherche d'un poulpe. Et donc, ces photos-là, d'ailleurs, qui ne sont pas en fait les photos presque finales et entre guillemets réussies, ont été réfléchies, bizarrement. Mm. Ouais. Je fais cette série qui était très mode, avec mon mari en main 3 et 4 pour m'aider notamment à enfiler des fils de fer dans les tentacules du poulpe pour pouvoir le Ouais. modeler comme je le souhaite. Mais on est en dessous en émotion. Il y a une Ouais. photo à la toute fin, un autoportrait où je n'en pouvais plus de cette chose répugnante et de son odeur, et en plus je me le mets pour la première fois vraiment dans la bouche, et donc il y a une grosse larme qui coule. Cet autoportrait-là commence à être fort, mais je suis épuisée, j'en peux plus. Donc j'arrête. Chris Moog, mon mari, prend le relais, fait une photo, une seule. Une photo unique, il m'allonge, il me met le poulpe sur le visage, il me donne des baguettes japonaises. Mon mari est un génie. Cette photo gagne la médaille d'or de mode au MPPF et je me sens éventrée. Je suis heureuse pour lui et éventrée parce que j'ai pas réussi et que lui a excellé. Et on s'adore et on se tire la bourre et c'est normal. Et je reste avec cette chose pas faite pendant longtemps, avec cette impression qu'on m'a arraché quelque chose qui est absolument pas vrai, mais et ça dure des années, mais vraiment, hein, ça a marné longtemps. Je me suis toujours dit de toute façon le poulpe plus jamais. Littéralement, je vomis ce poulpe. Et il y a de ça quelques semaines, parce qu'en fait c'est tout récent. Euh, un nouveau dépassement, un nouveau, on m'arrache quelque chose. Rien de méchant, hein, encore une fois, c'est du pur ressenti viscéral, ça part de l'intérieur. Quelqu'un que j'aime travaille avec quelqu'un d'autre que j'aime, et j'ai l'impression qu'on m'arrache tout ce que j'aime. Et alors là, mais une fureur qui monte, et que je ne peux pas dire parce qu'elle a rien de raisonnable. Et je fais des courses et je vois ce poulpe. Et ça a été à une vitesse incroyable. Je l'ai acheté, je suis retournée au studio, j'ai lâché tout le reste. Et là, mais en fait, on va arrêter d'essayer de faire du beau avec du moche. Faisons du moche avec du moche. Je me suis allongée par terre, j'ai mis le boîtier à l'envers et j'ai coupé les tentacules. Et donc, je n'ai aucun visuel de ce que je suis en train de faire. Je sais que de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer de faire beau. Et je me les enfourne dans la bouche. Mais vraiment, tout en respirant au maximum, en me disant essaye de prendre, respire sinon tu vas vomir. Mais une fureur incroyable qui disait mais encore, parce que la photo qui est sortie, il y en a une où il y en a plus. Et j'enfourne avec le déclencheur au fur et à mesure, et avec ses yeux fermés qui à un moment sont une respiration de tu peux tenir, tu peux le faire. Euh, Fais-le maintenant parce que tu es en train de sortir quelque chose de super important pour toi. Et à un moment, c'est trop.
je le gerbe littéralement, mais vraiment. Il est parti et avec le repas de la veille et je déclenche à ce moment-là. Et ça m'a laissée par terre complètement morte, mais avec ce truc, cette fureur qui était sortie et qui était dirigée contre moi plus que contre les autres parce que j'avais rien à leur reprocher en fait. Juste de pas être tout le temps le centre du monde pour eux et ça me vexait. Et c'est sorti comme ça. Et voilà, il y en a 4. Elle est hyper puissante la photo, mais elle fait réagir. Elle peut pas laisser indifférent. Ça c'est non, mais les photos en l'occurrence, mais parce qu'il y en a plusieurs, mais ouais. Et je suis contente qu'elle laisse pas indifférente parce qu'en fait, c'est pas beau quand on déborde. Et là, c'était vraiment ça, quoi. Et il faut que ça sorte. Alors, il y a des moyens, il y en a d'autres. Il y en a qui font du sport, c'est vachement plus sain. Il y en a qui font du coloriage. Moi là, c'était ce putain de poulpe. Et ça y est, j'ai fini avec le poulpe. Ouais. J'ai fini. Et je suis contente. Ça y est, il reviendra plus. En même temps, ça va pas être très agréable de se retrouver enseveli sous un poulpe. Ça va pas sentir très bon non plus. Non, c'est véritablement dégueulasse. Faut appeler un chat, c'est vraiment dégueulasse. Mais ça valait tellement le coup. Écoute, c'est intéressant en tout cas de voir tout ça. Merci d'avoir partagé ce backstage parce qu'on voit pas ce côté-là on voit pas ce côté-là quand on voit l'image. Effectivement, c'est un peu plus clair et ça donne aussi une idée du processus créatif et du fait qu'une image peut mettre beaucoup de temps à mûrir. Oui. Et du fait qu'une image peut mettre beaucoup de temps à mûrir et à disparaître après. On arrive à la conclusion de l'épisode. La première question de la conclusion, c'est quelle est ta source de revenus principale en photo ou en tout d'ailleurs, mais le portrait. Le portrait en studio. Aujourd'hui, c'est les portraits en studio à 100%. Oui. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui ? Oui. Alors, le portrait, la principale et la formation, l'accompagnement derrière, et oui, je gagne bien ma vie. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière ? C'est très difficile. On n'est pas de souvenir. Sincèrement, je crois que je n'en ai pas. Sincèrement, je crois que je n'en ai pas. Ouais. Vraiment. Puisque tout est sorti. Ouais. Donc, oui, c'est le fait de tout faire sortir parce que tu disais le poulpe, ça peut. Enfin, tu vois, en même temps, ça aurait pu être une réponse. Et en même temps, tu as littéralement sorti tout ce que tu avais à sortir à ce moment-là, finalement. Et c'est ça, donc je n'ai pas de pire moment parce que tout fait naître quelque chose. Donc, j'ai pas de pire moment. D'accord. Peut-être si un jour elle s'arrêtait, mais elle s'arrêtera pas. Ouais. Et du coup, tu as un meilleur moment ou pas ? Ou c'est la même chose ? Tout est sorti aussi ? J'ai quand même des très très beaux moments aussi. J'ai des meilleurs moments dans les expositions. Quand on partage des choses très personnelles, là, ça devient très très grand. Et que tu vois la réaction des gens ou les gens parlent. Elle compte ou pas ? Les gens parlent comme ils n'ont jamais parlé. Et ça, c'est merveilleux. Donc ça compte quand même un peu, même si tu l'es fait pour toi, finalement, tu es contente de voir que ça réagit derrière. Quand ça libère la parole, quand justement on parle du deuil périnatal, quand des gens vont me parler de dépendance, d'addiction, de choses comme ça, parce que c'est des sujets que j'évoque, et qu'on sait que ça sert à quelque chose, et qu'en fait on a traversé tout ça pour soi et aussi pour eux. Ouais, t'as l'impression de faire avancer les choses en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il faut parler. Ok, ouais, bah c'est ce qu'on a fait, je crois. On arrive à la dernière question de l'épisode. Qui tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Chris Moog. Il est alors parce que c'est une espèce de génie de la sobriété. Je lui dois la vie déjà, ce qui n'est pas rien. Mais au-delà de ça, Chris est capable il pourrait sortir une image par an. Son image éteint tout ce que je vois autour. Il est juste. Et il a un talent incroyable et il est sobre. Et cette sobriété, c'est quelque chose qui est très quand même assez loin de moi et qui me fascine totalement parce que quand on crie beaucoup et qu'on fait beaucoup de bruit et que des gens arrivent à faire très exactement la même chose en silence. C'est impressionnant. Ouais. Vraiment. C'est rigolo que vous fonctionniez aussi bien ensemble alors que vous êtes aussi opposés finalement. Oui, mais je pense que on s'apaise, enfin on se complète. Il avait besoin de réussir à sortir un peu de lui, et moi j'avais besoin d'être capable de rentrer en moi et d'avoir un lieu de sécurité pour me reconstruire. Il m'a sauvé la vie, il m'a tout appris en technique, et il me laisse le champ libre pour faire absolument tout ce que je crée. Et vous êtes équilibrés en fait. Vous vous êtes équilibrés l'un l'autre. Totalement, c'est assez merveilleux à vivre, c'est assez merveilleux à voir parce que ça se ressent très fort. Et au-delà de ça, son talent
Moi, quand il m'envoie une photo, alors c'est drôle, ça me fait un uppercut à chaque fois. Les autres photographes avec lesquels je travaille, qui sont merveilleusement talentueux, je vois leurs photos. Dario m'envoie une photo, je suis heureuse pour lui de voir cette photo. Elle est belle, elle me plaît, et je ne ressens que de la joie. Quand je reçois une photo de mon mari, j'ai un uppercut, j'ai une violence, j'ai une jalousie, parce qu'on est tellement proches et qu'on a une façon tellement différente de dire la même chose, que c'est vraiment fascinant, et je suis très jalouse de lui, et je l'admire toujours autant. D'accord. Bah, écoute, c'est intéressant. On va discuter d'une mise en relation hors antenne. Où est-ce qu'on peut te retrouver? En vrai, dans la vraie vie, avec les vrais gens, à quelle adresse sur ton site internet, par exemple? Est-ce qu'il y a des expos, des endroits où on peut voir ton travail en particulier en ce moment? Alors, il n'y a pas d'expo en ce moment. Pour tout ce qui est plutôt autoportrait et artistique, il y a un rea.book.fr avec un site en cours de montage. Sinon, il y a une page Facebook qui s'appelle Réa Chirudo Faire, où là, on est presque dans le blog, hein, et où je participe beaucoup des accompagnements. Et puis, on me retrouve aussi sur la page Facebook des Rédarismes pour tous les photographes qui ont envie de se faire rédariser par Réa et Dario, parce que c'est une belle expérience à vivre et ça réveille un peu. Pour traduire les rédarismes, je crois que vous allez dans les studios des photographes en utilisant leur environnement pour les photographier. Exactement. C'est une expérience pour eux, c'est une expérience pour nous, c'est un déséquilibre permanent, et c'est émotionnellement hyper fort, et on s'éclate, c'est génial. La boucle est bouclée, du coup. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cet épisode. On a appris beaucoup de choses. On a pleuré, on a beaucoup pleuré. On pleure pas autant d'habitude, mais c'était important, et c'était hyper intéressant d'entendre ça. Et des fois, il faut en parler aussi. Et voilà, maintenant, vous savez un petit peu plus de choses de nos vies respectives à tous les deux. Et voilà, c'était important d'en parler. Merci beaucoup. Merci à toi, Julien. J'espère que la prochaine fois que je te croise, tu seras pas à 30 mètres de moi, et je pourrai venir te voir en vrai, en personne. Ben, j'espère. Fais-le, siffle. Sinon, on ira boire un café ensemble. On se calera ça, et ce sera beaucoup plus simple. Carrément. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.